21 diplomates russes expulsés de Belgique soupçonnés d'espionnage, un projet d'extension de l'ambassade de Chine que certains dénoncent. Bruxelles, capitale internationale et siège de l'OTAN, est un nid d'espions. Alors, comment s'en protéger? Quelles sont les nouvelles pratiques en matière d'espionnage? Et puis, la Belgique et l'Europe pratiquent-elles aussi l'espionnage des autres? Beaucoup de questions. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et pour aborder ces questions, avec nous, Sergueï Girnov. Bonjour, vous êtes un ancien officier du KGB. Vous êtes avec nous à distance depuis Paris, où vous êtes réfugié après avoir fait défection en 1992. Axel Leguet, bonjour, vous êtes professeur en cybersécurité à l'UC Louvain. Louis Collard, bonjour, vous êtes journaliste pour le quotidien Le Soir, grand connaisseur de ces questions, vous écrivez dans les pages Justice et Police. Et puis parce que l'espionnage a aussi un volet politique et qu'il y a des auditions au Parlement européen en ce moment, Asita Kinko, bonjour, merci aussi d'être avec nous, vous siégez pour la NVA. La première question pour vous, monsieur Girnov, ce n'est pas un mythe, il y a des espions à Bruxelles. Combien? Ce sont quelques-uns, ce sont plusieurs dizaines, et quelles sont leurs cibles, si je puis dire? Bon, tout d'abord, je vais juste un peu corriger. Je n'ai pas défecté en 1992. Moi, j'ai quitté tranquillement le KGB, en fait le SER à cette époque-là. J'ai démissionné. Et puis après, j'ai quitté mon pays en 2001 pour une autre histoire. Mais ça, c'est un truc technique. Après, si vous me demandez le nombre, bah, je peux vous donner, je ne sais pas, 1347. Est-ce que ça Ce vous sera dur à suffirait vérifier, comme c'est ça que vous nombre voulez dire. Ben voilà, c'est justement ça. En gros, c'est vrai que la Belgique et votre capitale surtout est un nid d'espions mondial. Parmi, je dirais, 5 ou 6 pays et villes qui sont les nids d'espions. Parmi ces nids, on peut citer Washington, New York, Paris, vous et Genève. Et puis après, d'autres villes, mais disons, vous êtes dans ce palmarès-là. Et quelles sont leurs cibles? La Commission européenne, l'OTAN, les entreprises qui ont leur siège ici? Ben voilà, vous avez tout répondu, donc j'ai qu'à confirmer. Effectivement, les cibles, c'est le siège de l'OTAN, bien évidemment. Enfin, pour les Russes, c'est la première cible. Après, le siège de la communauté européenne, bien évidemment. Et puis après, il y a des ambassades des autres pays, hein, parce que les ambassades représentent aussi des cibles. Et puis, votre pays, en tant que lui-même, représente aussi une cible, parce que vous avez des entreprises technologiques, vous avez le passage très intense dans votre capitale. Donc tout ça, c'est un excellent nid d'espions. Très brièvement, on va avec Monsieur Leguet s'interroger sur les logiciels notamment, hein, l'espionnage informatique, Internet. Il y a encore de l'espionnage, je dirais, à l'ancienne, avec du matériel, des prises de photos, des documents matériels que on s'échange. Ça existe encore, ça, ou c'est du passé? Ça existe beaucoup. Ça existe beaucoup parce qu'en fait, c'est les idées reçues. On dit que voilà, à notre époque où tout est interconnecté, où il y a Internet partout, il y a les hackers de Poutine, la fameuse fabrique de trolls de Saint-Pétersbourg qui peut intervenir à distance aux États-Unis, en France et en Belgique. Et en réalité, non. Je vais vous dire même que le niveau d'espionnage physique a augmenté avec Poutine de 2 fois par rapport à l'Union soviétique. C'est-à-dire que moi, je travaillais dans le quartier général du service d'espionnage politique du KGB, qui était à Yasenevo. Et si je regarde sur Google Maps, ce quartier général a grandi de 2 fois. Il y a 2 fois plus de bâtiments dans la zone opérationnelle de ce quartier actuellement. Ça veut dire qu'en fait, en gros, c'est 2 fois plus d'espions. Et comme la Russie ne représente que la moitié de l'Union soviétique, donc en fait, relativement, le niveau d'espionnage de Poutine est 4 fois supérieur à celui de KGB à l'époque soviétique. Alors Axel Leguet, la cybersécurité, c'est votre domaine, vous l'enseignez à l'école polytechnique de l'UC Louvain. Tout ce qu'on utilise est potentiellement utilisable, voire intéressant par des espions, nos téléphones, nos ordinateurs, ou bien de nouveau, on fantasme un petit peu là-dessus, on exagère. Non, non, tout est utilisable, alors parfois à distance. Donc moi j'ai quand même très très peur de la fameuse armée cyber de Poutine parce qu'à distance elle fait tomber des sites web, elle peut désorganiser le pouvoir, mais il est clair que pour un espionnage, on va dire de long terme,
il faut des hommes et des femmes sur place, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas accessibles à distance. Mais qui existent. Par exemple, des téléphones, il faut les mettre à jour et ça ne se fait pas toujours à distance. Certains ordinateurs ne sont pas connectés à l'Internet, mais sont dans un réseau interne. Donc, oui, tout est prenable et la façon dont on le prend, c'est soit de l'étranger, soit en envoyant des personnes sur place. Et donc là, sur le coup, je confirme qu'il y a effectivement le nombre de personnes envoyées sur place augmente sans cesse. Louis Collard, on s'inquiète à certains niveaux. Il y a des questions parlementaires sur du matériel qui ne serait pas sûr, parce que, alors on parle de Poutine, de la Russie, mais il y a aussi la Chine, beaucoup de technologies chinoises. Qu'est-ce qu'on soupçonne, qu'est-ce qu'on craint aujourd'hui en Belgique comme infiltration, comme espionnage potentiel technologique? Oui, alors sur ces technologies, notamment de marques chinoises, il n'y a jamais eu de preuves établies d'espionnage à travers des marques chinoises qui produisent des smartphones, par exemple. Je pourrais citer Huawei, dont on parle le plus souvent, qui fournit aussi de la technologie 5G. Mais il y a un doute qui subsiste. Pourquoi? Parce que toutes les sociétés, toutes les entreprises chinoises sont soumises à une loi de 2017, la loi de sécurité intérieure, qui oblige ces sociétés chinoises à collaborer, si c'est demandé, avec les services de sécurité chinois. Donc il y a ce risque Et qui ça est pris au concerne sérieux quel par la type sûreté de l'État. d'équipement, nos téléphones, du matériel peut-être plus professionnel au niveau de la défense, autre? Comme le disait le professeur, il y a la question des technologies qui sont connectées, qui sont a priori plus à risque, Mhm. mais il y a ce qu'on redoutait par exemple avec l'installation de la 5G, c'était qu'il y ait un bouton on-off à Pékin. D'être soumis au bon vouloir d'une autorité étrangère. C'est pour ça que la 5G, le cœur du réseau 5G, n'a pas été confié à une entreprise étrangère. Alors, on vous entendra dans un instant, Madame Kanko, parce qu'il y a des politiques européens qui ont été infectés, si je puis dire. Mais, Monsieur Le Guay, comment est-ce qu'on fait pour, depuis Pékin, chipper des informations dans un téléphone? Alors, c'est pas toujours évident à faire, mais il est possible qu'il y ait sur l'ordinateur ou le téléphone ce qu'on appelle une backdoor, donc c'est-à-dire une porte détournée qui, suivant l'envoi d'une certaine information qui pourrait être reçue par email ou simplement par communication, ouvrirait tout d'un coup cette backdoor pendant un temps restreint et permettrait le transfert d'informations. Les États-Unis l'ont pratiqué depuis des années, même avec certaines versions de Windows, donc il n'y a pas de raison que les Chinois ne puissent pas le faire. Ils sont aussi en avance que les Américains sur ces sujets-là. Maintenant, le problème, c'est que c'est très dur à prouver et que bien souvent, les façons de prouver ça, puisque techniquement, on n'arrive pas à montrer que ça a été enclenché, c'est d'avoir quelqu'un qui, là-bas, vous dit, ben oui, ils l'ont fait. Et alors, avec les États-Unis, on a ce genre de personnes. Avec les Chinois, ils meurent avant de nous le dire. Madame Kanko, voilà, vous participez avec d'autres députés européens. Concrètement, aujourd'hui, vous pouvez nous le dire, il y a des personnalités, notamment politiques européennes, qui ont été espionnées par le logiciel Pegasus, entre autres. Des espions, il y en a qui se mêlent aux lobbyistes qu'on voit au Parlement européen. C'est pas de la fake news, ça. Je ne crois pas que ce soit de la fake news. En plus, moi, je me méfie beaucoup des lobbyistes. Donc, voilà, les députés européens, surtout ceux qui commencent un premier mandat, sont souvent la cible des lobbyistes. Donc, ça a été une des premières choses que j'ai fait, c'est vraiment bien me renseigner sur ce point. C'est vraiment très important parce qu'ils essaient toujours d'influencer la législation européenne. Maintenant, au niveau technologie, évidemment, il y a beaucoup de députés qui sont dans la commission droit, la commission droits humains, par exemple, dont les membres sont ciblés par la Chine ou la Russie, parce qu'on a travaillé notamment sur le dossier des droits des Ouïghours, la minorité ouïghour qui est vraiment maltraités en Chine. On parle d'esclavage quand même, de travaux forcés et tout, avec des produits qui sont vendus parfois à l'étranger, y compris en Europe. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. On a travaillé en début de mandat déjà sur ce que Poutine faisait depuis l'humiliation de Borrell chez Lavrov en 2021. Au début, on en a parlé aussi. Et donc du coup, beaucoup de députés dont je fais partie ont été mis sur des listes noires. Moi, je suis sur une liste noire en Éthiopie. J'ai reçu des menaces d'Éthiopie, de tas de pays, parce qu'on travaille sur la question des droits humains. Donc aujourd'hui, concrètement, il y a des députés européens
qui ont été infectés sur leur téléphone par le logiciel Pegasus. Donc on a vu 65 personnes ont été infectées, donc des Catalans notamment, dont Puigdemont, qui a été infecté via le GSM de son épouse. Moi, je travaille évidemment avec Carles Puigdemont, donc je lui parle souvent par téléphone. Donc du coup, je vais faire examiner mon téléphone cette semaine pour voir si je ne suis pas infectée aussi. Les chances sont très très élevées que ce soit le cas. Et beaucoup d'autres députés le sont aussi. Donc ça, c'est une réalité qui menace nos démocraties. On se dit quelles informations vont-ils trouver, pourquoi c'est important. En fait, on peut faire des blagues en disant mais ils vont s'ennuyer en lisant nos SMS, mais c'est pas ça. Le fait est qu'en étant dans votre GSM, ils peuvent écouter des conversations autour de vous, ils peuvent participer à une réunion auquel ils ne sont pas invités. Il y a eu pendant la crise du Covid, et je m'arrêterai là, une réunion secret défense au niveau européen, et il y a un journaliste qui a réussi à rentrer dans la réunion, et donc bon, ça a été un journaliste hollandais, il y a eu une blague là-dessus, mais imaginez les autres personnes invisibles qui pourraient participer grâce à un iPad ou à un téléphone, et après on ne peut plus s'en débarrasser. Je me retourne vers M. Girnov. On est tous potentiellement un espion dans ces circonstances. Finalement, tout le monde peut, malgré lui, être infecté. On le voit. Il n'y a pas de morale et tout est bon à prendre pour des services d'espionnage, ou bien il y a quand même certaines limites, honnêtement? Non, dans les services d'espionnage, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est l'utilité pratique. Et d'ailleurs, ce qui était très très bien dit sur votre plateau, vous avez mentionné d'abord la Russie et la Chine, mais il ne faut pas oublier que ce sont les États-Unis qui pratiquent aussi la même chose. Et comme ça a été très très bien mentionné, on le sait grâce à Snowden qui l'a révélé. Tandis que les autres, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais tout le monde peut être un espion. On peut être un espion malgré soi, comme Madame la députée l'a très très bien dit. Ça veut dire que vous pouvez être tout simplement dans les alentours de quelqu'un qui est écouté, et donc du coup vous devenez aussi une personne écoutée. Et on peut utiliser après même vos ordinateurs aussi pour pénétrer dans les autres ordinateurs. Et ça, monsieur le professeur vous expliquera comment on fait en chaîne pour entrer dans plusieurs ordinateurs. Donc tout est faisable, tout est possible, malheureusement. Très, très clairement, monsieur Girnov, ferrer des gens, créer une légende, tamponner quelqu'un, c'est-à-dire l'approcher pour voir s'il peut nous donner des informations, ce sont encore des pratiques courantes. Est-ce qu'on rémunère les espions volontaires? Est-ce qu'il y a des gens à Bruxelles qui collaborent alors avec, on pourrait dire, l'Éthiopie, la Chine, la Russie, et contre rémunération, ou bien on les convainc à l'idéologie, si je puis dire? C'est quel profil? C'est tout ça. D'ailleurs, il y a plusieurs types. Chez les Anglais, on connaît le sigle MICE, donc Money, Ideology, Confirmation and Ego. Tout ça, ce sont les motivations, donc l'argent, l'idéologie, le compromat, en fait, les choses qui vous compromettantes pour vous, et votre ego. Et on peut travailler là-dessus parfaitement. Donc il y a les gens qui sont recrutés à la base de ces motivations. On peut payer les gens, on peut ne pas les payer. On peut avoir aussi les agents d'influence. Ce sont les gens avec lesquels on ne signe pas le contrat pour lequel ils se reconnaissent en tant qu'espions pour nous, mais ils vont travailler. Et donc il y a politiciens qui tout simplement adorent Poutine et qui vont faire d'eux-mêmes en fait les démarches qui vont aller dans le sens de Poutine. Pour ne pas les citer en France, par exemple Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, avant de changer leur avis face à l'agression russe en Ukraine, ils étaient pro-Poutine et on pouvait les classifier pratiquement comme des agents d'influence. Louis Collard, il y a eu des cas, alors peut-être pas aussi connus que des candidats à l'élection présidentielle, mais il y a eu des cas de personnes dont à un moment donné on a dit hop, on s'en méfie, hein, vous avez écrit là-dessus. Oui, il y avait le cas de cet attaché de défense belge qui était basé à Paris, qui a commis une erreur, qui a été d'écrire à ses homologues russes à Paris et à Madrid pour demander qu'on réponde à son fils qui étudiait sur la Russie. Alors en soi, c'est pas très grave, mais nos services lui ont retiré son habilitation de sécurité et lui ont fait quitter son poste parce qu'on estimait qu'il pouvait être obligé envers la Russie à cause de ça. Et d'ailleurs, je pense, monsieur Girnov, que c'est une des spécialités des services russes d'approcher des personnes parfois des années, parfois des décennies avant qu'elles soient en position d'information.
Absolument, c'est vrai qu'on on approche les étudiants, on approche même des lycéens, parce que vous savez, on a repéré déjà, et moi c'était une de mes missions, par exemple, j'ai infiltré en 1991 l'ENA, la meilleure école française administrative, qui fabrique, c'est une fabrique de haute administration et après de l'élite française. Voilà, par exemple, parmi les candidats à l'élection présidentielle cette année, il y avait Valérie Pécresse, que j'ai connue comme Valérie Roux. Elle était d'ailleurs à l'ambassade de France à Moscou, et c'est elle d'ailleurs qui m'a fait introduire, entre guillemets, à l'ENA, puisqu'elle a donné son accord favorable à ma candidature quand j'étais espion. Donc ça peut aussi être un peu anecdotique. Monsieur Leguet, vous avez un téléphone du type smartphone ou bien l'expert en sécurité que vous êtes se méfie absolument et vous dites quoi, vos étudiants en cybersécurité? J'ai un smartphone comme à peu près tout le monde parce que sans ça c'est compliqué de vivre, mais je ne mets pas grand-chose dessus. J'enseigne ça à mes étudiants et il y a un point intéressant qui vient d'être mentionné, c'est qu'en fait certains étudiants sont les futurs recrues de demain. C'est quelque chose dont on se méfie beaucoup, y compris à l'UC Louvain. Ce n'est pas qu'on ne veut pas voir certains étudiants, mais il est très clair que nous avons eu plusieurs alertes d'étudiants envoyés par des puissances étrangères qui essayaient de devenir après assistants, doctorants et de participer à la recherche du professeur. Et vous voyez ça régulièrement, publier une offre, un CV, demander un CV pour de la recherche. Vous allez être impressionné par le nombre de candidatures qui viennent des pays cités par Sergueï et Madame la députée. C'est exactement ça. Et on aura peut-être 99% de candidats qui viennent de là. Et quand on a de l'argent et pas d'autres candidats, il y en a qui tombent dans le piège. Alors moi j'ai une question. On cible la Chine, la Russie, la Belgique, les pays européens, les démocraties. On espionne aussi les autres, oui. Madame Kanko, vous dites oui sans hésiter. Je vous ai cité l'exemple de l'Espagne, par exemple, avec les 65 séparatistes catalans, dont Carles Puigdemont, qui est un des plus connus. Il y a des preuves maintenant qu'ils ont été espionnés, y compris pendant des réunions qu'ils avaient avec leurs avocats. Donc aujourd'hui, cela fait partie également des points sur lesquels le Parlement européen doit mener une enquête sérieuse. Et je le disais tout à l'heure aussi, il y a le patron de la société NSO qui vend le logiciel Pegasus, qui a déclaré, selon le Washington Post que je lisais aujourd'hui, eh bien, il y a la plupart des gouvernements européens utilisent nos services. Donc ça, c'est quand même très important. Il faut voir. Donc il y a des suspicions. Il semble dans cet article que le FBI l'aurait utilisé aussi donc au niveau américain. Donc ici, il ne s'agit pas de ce logiciel même en soi. C'est pas son existence ou son utilisation qui pose problème, mais pour faire quoi? Donc on ne pourra plus dire on arrête Pegasus, on arrête tous les logiciels semblables qui existent, mais il faut faire en sorte que, tout comme avec les armes, ceci est une arme, que ça ne tombe pas dans les mains de n'importe qui, que ce ne soit pas utilisé n'importe comment. Et surtout aujourd'hui, c'est une grosse menace pour la liberté. Il y a beaucoup de surveillance. Et c'est assez effrayant. Et comme je le disais tantôt, j'ai discuté avec des experts qui m'ont dit, avant, on passait par un GSM pour entrer par un autre GSM pour entrer chez vous, avec un lien qu'on vous envoie la photo d'un joli chat, toutes sortes de choses. Maintenant, il suffit aussi d'avoir votre numéro de GSM et on peut déjà infecter votre téléphone. Donc, j'ai le sentiment qu'on ne peut pas échapper. Moi, je n'ai pas le sentiment que je peux échapper. Donc, la première chose que je fais, je n'amène pas mon GSM dans ma chambre à coucher et je ne l'amène pas dans des réunions. Bon, je l'ai amené ici, donc peut-être que quelqu'un nous écoute. Axel Leguet, vous m'avez dit en préparant cette émission, en matière d'espionnage, on peut être petit et très, très efficace. Vous pensez à quel pays quand vous dites ça? Je pense à nous, je pense aux Pays-Bas, je pense à l'Estonie, et je peux penser à la Russie dans les années 90, où, quand leur armée s'est effondrée et qu'ils ont investi dans d'autres types Mais à l'époque, M. Girnov était encore avec eux. Maintenant qu'il les a quittés, voilà. Donc, ils sont moins efficaces. C'est en termes de moyens, en fait. Vous savez, construire une armée, une vraie armée avec des chars, des porte-avions, ça coûte extrêmement cher. L'éducation et former des gens et en faire des terreurs de la cybersécurité, ça coûte beaucoup moins cher. Et donc des petits pays peuvent acquérir les mêmes compétences que des grands pays, et des grands pays sur le déclin aussi. Il nous reste... il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé et qui peut intéresser aussi les petits pays, c'est le contrôle de diaspora à l'étranger. Et dans notre pays, on a un certain nombre de diasporas. On sait que le Rwanda utilise Pegasus pour espionner les opposants. Et c'est le cas d'autres pays. Des pays auxquels on ne pense pas forcément, comme la Colombie, ont déjà eu des actes d'espionnage chez nous. Le Kazakhstan également. Donc voilà, tous ces pays un peu
satellitaires d'autres grandes puissances ont des activités dans notre pays aussi. Je voudrais revenir sur la Chine, parce qu'il nous reste 4 minutes avant le dernier tour de table. Il y a un gros projet d'extension de son ambassade à Bruxelles. Certains s'en sont émus, on dit ça va être une centrale d'espionnage. Qui pense que Bruxelles, le fédéral ou la région doivent limiter l'extension de l'ambassade de Chine? Monsieur Leguet, vous avez un avis là-dessus? Moi, définitivement, je pense que cette ambassade ne doit pas s'étendre. Elle a des capacités d'écoute cachée qui sont connues, comme d'autres ambassades. Plus elle s'étendra, plus elle pourra s'équiper. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne faut surtout pas faire ça, et surtout pas dans les conditions de guerre qu'on a actuellement. Madame Kanko, même avis? Je suis du même avis, mais en même temps, je trouve que c'est un peu anecdotique par rapport à toutes les autres choses que la Chine fait, notamment acheter beaucoup d'entreprises. Donc contrôler des entreprises, ça c'est encore plus puissant que d'aller étendre les bâtiments de l'ambassade. Et puis la cybersécurité, évidemment, qui est menacée. Et ça, c'est beaucoup plus étendu. Donc on a de l'équipement très vétuste aussi au niveau belge. Donc il faut qu'on investisse vraiment dans la cybersécurité. Et il faut qu'on investisse dans l'éducation, pas seulement à partir de l'université. Moi, je pense aux enfants de 12, 13, 14, 15 ans. Donc, il y a Jonathan Haidt, un auteur américain qui vient de publier un livre sur les réseaux sociaux et les enfants de nos jours. En tant que mère, je me demande, ma fille a 14 ans, nos enfants adolescents, de quelle manière sont-ils exposés et comment est-ce qu'on pourrait intégrer ce type de menaces dans la manière dont nous éduquons nos enfants aujourd'hui. Ça, c'est très important. Louis Collard, il y a des projets quand même de renforcement de certains services, on va dire de sécurité, de lutte contre ces menaces-là. Là, il y a des projets qui sont sur la table du gouvernement. Oui, c'est des projets qui sont d'ailleurs en cours. Le service civil de renseignement belge, la Sûreté de l'État, va assez considérablement augmenter ses effectifs dans les toutes prochaines années. C'est la conséquence de choix politiques. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, nos services de sécurité étaient omnubilés par une seule menace, enfin, une seule non, mais la principale menace qui était le terrorisme islamiste, avec la diminution de cette menace, du fait notamment que le groupe État islamique est moins puissant aujourd'hui. On peut réinvestir dans d'autres luttes, dans d'autres menaces, et c'est notamment le cas du contre-espionnage, de la contre-ingérence. En tout cas, c'est ce que nous dit la Sûreté de l'État. Vous m'offrez une transition formidable. Alors, brièvement, mais après, on ira à la conclusion en 30 secondes. Oui, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que le groupe État islamique est devenu moins puissant. Les autres menaces sont devenues plus importantes qu'avant, mais l'État islamique est en train de se regrouper dans le Sahel, donc a détruit complètement toute la région du Sahel. Mali, Burkina Faso est en train de rentrer en Côte d'Ivoire, au Bénin, et ce n'est pas loin de la Méditerranée, ce n'est pas loin de l'Europe, et on travaille beaucoup là-dessus au Parlement européen. C'est une menace qui est moins en capacité de projeter des commandos terroristes. Elle existe quand même encore. Je vais ajouter un petit point. En 10 secondes. Oui, il y a eu un rapport au niveau européen sur la vulnérabilité des agences européennes comme Frontex, Europol, etc. Et c'est très, très alarmant. Au niveau européen, on a quand même beaucoup à faire aussi. Alors, on le voit, hein, l'espionnage évolue, la menace d'espionnage évolue. Eh ben, je vais vous demander à quoi doit-on se préparer d'ici 5 à 15 ans. Peut-être qu'il y a 15 ans, on ne nous aurait pas espionné comme on le fait aujourd'hui. Ben, vous avez le temps d'un jingle pour trouver, vous aussi, Monsieur Girnoff, votre menace de référence dans 5 à 15 ans. Axel Leguet, à quoi ressemblera l'espionnage, le cyberespionnage dans 10 à 15 ans? Je pense que ça ressemblera à ce qui se trouve maintenant sur le dark web et qui est en fait déjà en cours, donc c'est-à-dire une offre de service qui sera très difficile à identifier, encore plus difficile que maintenant, et à qui il sera très difficile d'imputer la responsabilité des choses, et donc ça va être très compliqué de déployer des sanctions ou tout autre type de choses. Asita Kanko, à quoi il faut faire attention dans les 10-15 prochaines années en matière de... Moi, je pense que 10-15 ans, c'est dans très très longtemps. Moi, je m'inquiète. Je me dis déjà, ça va tellement vite que même dans 2 ans, qu'est-ce qu'il va y avoir, quoi. Il y a 3 ans, on parlait de Pegasus. Je crois qu'il faut aller vite. Peut-être qu'on devra faire attention à tous nos robots ménagers, j'en sais rien, à notre aspirateur. À quoi il faut faire attention pour le journaliste que vous êtes? Les menaces, on les connaît déjà, et il y a toujours cet espionnage à l'ancienne qui va continuer à exister, on l'a dit en début d'émission, mais un des enjeux qui existe depuis l'alerte de Snowden, mais qui existe toujours aujourd'hui et qui demande des moyens tellement considérables qu'on a du mal à le faire, c'est protéger les données, protéger le big data, comme on dit, et c'est un des enjeux déjà aujourd'hui, déjà hier, mais qui va continuer à l'être parce que les données grossissent et il y en a de plus en plus. Sergei Girnoff, depuis Paris, quel est pour vous, à quoi ressembleront vos anciens camarades, si je puis dire, mais dans 15 ans?
À la même chose, mais à mon avis, vous avez raison, tout est déjà là. Les services de renseignement, les principaux services de renseignement actuellement, c'est Google et GAFA. Et GAFAM. Et il faudra se méfier, par exemple, des objets comme la voiture Tesla. On oublie qu'elle filme 24 heures sur 24 tout ce qui se trouve autour d'elle et à l'intérieur. Et donc, voilà. Et Madame a pensé aussi à la robotique intérieure de nos maisons. Effectivement, votre ordinateur, on pense à l'ordinateur, mais on oublie votre frigo branché, tout un tas d'objets électroménagers qui peuvent être branchés, qui peuvent être aussi les espions. Merci à tous les quatre. Je rappelle votre titre, Sergueï Girnov, L'éclaireur, c'est votre dernier livre. Il est publié depuis le mois dernier. Merci Louis Collard, merci Axel Leguet, merci Madame Quinco. La semaine prochaine, un autre thème, d'autres invités. À bientôt sur BX1.